Merci de votre fidélité comme chaque soir. On se retrouve à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les principaux titres. Le projet est réalisé dans le cadre de l'INDH. Il s'agit du centre d'hémodialyse de Chichaoua. La structure contribue à renforcer les prestations et les services de soins fournis aux patients souffrant d'insuffisance rénale. La Société nationale des autoroutes du Maroc met en place un dispositif de sécurité sur le pont reliant la ville de Mohammedia à Ain Tki, et ce en réponse aux jets de pierre sur les autoroutes. Et puis en fin de journal, nous prendrons la direction de Ouarzazate. Le secteur touristique se porte bien. La fréquentation a enregistré une hausse de 14% l'année dernière. La nouvelle année augure d'une bonne saison avec l'arrivée de nombreux visiteurs. À l'occasion de la commémoration de la présentation du manifeste de l'indépendance, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 783 et se répartissent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 570 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 4 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 552 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 13 détenus. Et commutation de la peine de mort à la peine perpétuelle au profit d'un détenu. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 213 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 56 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 10 personnes. Grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende au profit de 4 personnes. Et grâce sur la peine d'amende au profit de 143 personnes. Le conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Saad El-Othmani. À l'ouverture de la réunion, le chef du gouvernement a annoncé la suspension des dernières mesures relatives au système informatique de facturation dans l'attente des rencontres prévues entre les départements gouvernementaux concernés et toutes les parties représentant les catégories des commerçants et les professionnels en vue d'examiner les difficultés et de trouver les solutions adéquates. Saad El-Othmani a mis l'accent sur la réunion prévue lundi prochain entre la Direction générale des impôts et l'administration des douanes et impôts indirects avec les représentants des commerçants pour débattre de toutes les questions et régler toutes les problématiques qui se posent, et a rappelé qu'une autre réunion se tiendra le 16 janvier au siège du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique. Le Conseil a approuvé 3 projets de décret. Et à l'issue des travaux du Conseil de gouvernement, le gouvernement a tenu une autre réunion consacrée à la position du gouvernement relative à une dizaine de projets de décret sur 68. 29 autres sont en cours d'examen. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a reçu aujourd'hui à Rabat le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Sabri Bachtoujji, l'émissaire du président tunisien Béji Caïb Sebsi, porteur d'un message à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Dans une allocution à l'issue de cette rencontre, M. Bachtoujji a indiqué avoir remis à M. Bourita un message du président de la République tunisienne adressé à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour assister au sommet de la Ligue arabe prévu fin mars à Tunis. Les entretiens de M. Bourita ont porté sur les relations bilatérales distinguées, les moyens de les renforcer. Plusieurs idées, projets et initiatives émanant des deux parties sont en cours de réalisation, a fait savoir le secrétaire d'État tunisien aux Affaires étrangères. Révision annuelle ordinaire des listes électorales générales. Les tableaux rectificatifs provisoires élaborés par les commissions administratives et les listes de l'année précédente sont mis à la disposition du public pour consultation du 10 au 17 janvier. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur dans un communiqué. Saad Nachad. Suite aux réunions tenues par les dites commissions administratives sous la présidence des magistrats au niveau de l'ensemble des communes et arrondissements du royaume entre le 5 et le 9 janvier pour examiner les nouvelles demandes d'inscription et celles de transfert, effectuer les corrections nécessaires et les radiations légales, le ministre de l'Intérieur informe l'ensemble des citoyennes
et citoyens que les dites commissions ont inclus les décisions prises dans des tableaux rectificatifs provisoires. Ces tableaux sont mis à la disposition du public du 10 au 17 janvier dans les bureaux des autorités administratives locales et des services des collectivités et des arrondissements, accompagnés des listes de l'année précédente, précise le ministre, notant que les intéressés peuvent consulter sur place le contenu de ces documents durant les horaires de travail officiels. Le ministre de l'Intérieur rappelle aux citoyennes et citoyens répondant aux conditions légales non encore inscrits sur les listes actuelles et n'ayant pas pu présenter leur demande d'inscription sur ces listes qu'ils doivent déposer leur demande auprès des bureaux de l'autorité administrative locale la plus proche de leur lieu de résidence ou via le site électronique dédié aux listes électorales générales au cours de la période allant du 18 au 24 janvier courant. Le communiqué du ministre de l'Intérieur précise que toute personne estimant que son nom a été radié de manière illégale de la liste électorale par la commission administrative est en mesure de demander auprès de la même commission et au cours de la même période la réinscription de son nom sur la liste électorale. Ces demandes et doléances seront soumises aux commissions administratives en vue de les examiner et statuer lors des réunions qu'elles tiendront à cette fin du 10 au 14 février 2019, conclut le ministre de l'Intérieur. La quantité de drogue saisie hier à Tanger par le service préfectoral de la police judiciaire de la ville s'élève à 15 tonnes et 244 kg de résine de cannabis. C'est ce qu'indique la Direction générale de la Sûreté nationale. Cette quantité de drogue a été découverte dans un creux aménagé spécialement pour le trafic des stupéfiants à bord d'un camion de transport international immatriculé au Maroc et qui a été repéré au niveau du quartier Boukhalf à Tanger, précise la DGSN. Samedi dernier, une première cargaison de 13 tonnes et 750 kg a été saisie au port de Tanger-Med, ce qui porte la quantité totale à 28 tonnes 994 kg de drogue saisie. Les premiers éléments de l'enquête révèlent l'implication d'un réseau criminel transfrontalier dans le trafic de ces quantités importantes de drogue, poursuit le communiqué de la DGSN. Page santé à présent, le centre d'hémodialyse de Chichaoua, un projet réalisé dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain. La structure contribue à renforcer les prestations et les services de soins fournis aux patients souffrant d'insuffisance rénale. Reportage et Madame Smir et Zakaria Mokimbil. Depuis 2013, le centre d'hémodialyse de Chichaoua accueille des patients souffrant d'insuffisance rénale, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. Le projet est doté des équipements et des technologies les plus modernes en la matière. Il vise à améliorer la qualité des prestations médicales et à épargner aux patients l'effort de se déplacer dans d'autres villes pour recevoir les soins. Nous bénéficions de services de soins gratuits. Cela contribue à alléger les charges. J'ai commencé le traitement en février dernier. Je souffre de problèmes rénaux depuis 5 ans. Ce centre accueille 51 bénéficiaires. La priorité est donnée aux patients inscrits au régime du RAMED et résidant dans la province. Ce centre d'hémodialyse s'étale sur une superficie de 526 mètres carrés. Il comprend une salle de soins urgents, une salle de soins, un espace pour le repos des patients et un dépôt pharmaceutique. L'association travaille en collaboration avec le ministère de la Santé. Elle fournit 50% des produits de santé au centre et contribue au renforcement des ressources humaines en recrutant 2 infirmières et un technicien. L'objectif est de rapprocher les services de soins aux patients atteints d'insuffisance rénale et d'assurer leur prise en charge. Le coût total de ce projet est estimé à 3 100 000 dirhams. L'INDH a contribué à hauteur de 600 000 dirhams, en plus de la participation du ministère de la Santé et des conseils provinciaux et régionaux. Ce projet est le fruit de l'Initiative nationale pour le développement humain. Depuis son lancement, l'INDH se veut un chantier ouvert pour lutter contre les différentes formes d'exclusion, la pauvreté et la marginalisation, afin de réaliser le développement socio-économique du royaume.
En réponse au jet de pierre sur les autoroutes, la Société nationale des autoroutes du Maroc développe un dispositif de sécurité sur les ponts. Un dispositif de sécurité a d'ailleurs été mis en place sur le pont reliant la ville de Mohammedia à Ain Tki. Reportage Brahim Afaq, Nawal Mehdoub et Sarah Katir. Nous sommes dans la salle de contrôle du dispositif de sécurité par vidéosurveillance installé sur le pont autoroutier reliant la ville de Mohammedia à Ain Tki et dont la gestion et l'exploitation des données se font en coordination avec la gendarmerie royale. Le dispositif est appelé à être généralisé sur l'ensemble du réseau autoroutier national et ce, après de nombreux drames et incidents qui se sont produits sur les autoroutes du Maroc. Pour éviter que des objets et projectiles ne soient jetés sur les routes, ce dispositif est composé d'un grillage rigide installé le long de l'ouvrage. Les panneaux qui le composent sont disposés de façon à rendre difficile tout franchissement. Et il sera généralisé sur tout le réseau autoroutier. Pour les usagers de l'autoroute, l'initiative est louable. Elle demeure toutefois insuffisante car limitée dans ce sol tronçon. Ces mesures vont certainement assurer notre sécurité en tant qu'usagers de l'autoroute. Mais je pense aussi qu'en amont, il faut un travail de sensibilisation sur la gravité de ces actes d'agression. Personnellement, j'ai été agressé sur l'autoroute où j'ai reçu un projectile sur le pare-brise pendant que je conduisais la nuit. J'ai eu une peur bleue. Heureusement, les dégâts n'étaient que matériels. En attendant la généralisation de cet ouvrage, des agents d'assistance font les rondes continues 24 heures sur 24 pour porter assistance et secours aux usagers de l'autoroute dans les plus brefs délais. Un numéro vert, le 177, est aussi mis à la disposition des usagers en détresse pour les orienter directement vers la gendarmerie la plus proche. On passe à présent à l'actualité internationale, direction le continent, République démocratique du Congo. Le candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. D'après les résultats provisoires publiés hier soir, il a obtenu 38,57% des voix, suivi de l'opposant Faïlou avec 34,8%. Tandis que le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani, est arrivé troisième position avec 23,8%. Le président élu a déclaré « Je ne serai pas le président d'un parti politique, d'une tribu, la tribu Luba. Je serai le président des Congolais et des Congolais. » 4 personnes, sachez que 4 personnes et 2 policiers et 2 civils ont trouvé la mort et d'autres ont été blessés aujourd'hui à Kitwit. C'est dans la province de Kioulou, située à l'ouest de la République démocratique du Congo, lors d'une manifestation contre les résultats des présidentielles. On va aux États-Unis. Le shutdown s'approche inexorablement du record. Aucune des 2 parties ne voulant lâcher du lest au sujet du financement de la construction du mur à la frontière avec le Mexique. La prolongation de l'impasse implique que pas moins de 800 000 employés fédéraux vont devoir rester chez eux ou faire acte de présence au travail sans pour autant être payés. Hier, le président américain avait claqué la porte au nez à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, quand celle-ci a décliné d'inclure les 5,7 milliards de dollars pour la construction du mur à la frontière sud des États-Unis. Et puis la première ministre britannique Theresa May essuie une nouvelle défaite au Parlement, perdant un vote qui l'oblige à soumettre un plan alternatif en 3 jours en cas de rejet de son accord sur le Brexit mardi prochain. Au total, 308 députés ont voté pour, alors que 297 se sont prononcés contre cet amendement déposé par le conservateur et ancien attorney général Dominic Grieve. Le gouvernement avait déjà essuyé une première défaite la veille avec le vote d'un amendement à la loi de finances visant à limiter son pouvoir de mettre en œuvre un Brexit sans accord. 20 députés conservateurs avaient voté pour cet amendement.
Et puis à propos du froid et des intempéries, une vague de froid intense touche actuellement l'Europe. Les températures les plus basses s'étirent de la Russie au nord de l'Italie, en passant par la Biélorussie, la Pologne ou encore l'Autriche. Les thermomètres ont relevé jusqu'à moins 50 degrés en Sibérie, moins 40 en Finlande, moins 20 en Pologne, moins 15 en Allemagne et moins 15 également sur l'est de la France. La vague de froid intervient suite à un décrochage polaire qui s'est opéré via la Scandinavie en début de semaine. Retour chez nous, le président de la Chambre des députés irlandais poursuit sa visite au Maroc. Il a souligné la nécessité de développer les relations de coopération entre son pays et le Royaume, notamment dans le secteur du commerce. À Casablanca, le président de la Chambre des députés irlandais a tenu une réunion au siège de la CGEM. À l'ordre du jour, le renforcement du partenariat économique entre les deux pays. Nawel Mehdoub, Sarah Katir. Le Maroc et l'Irlande possèdent un potentiel économique à même d'ouvrir la voie à des partenariats fructueux. Le constat est du président de la Chambre des députés irlandaise lors de sa réunion avec le président de la CGEM. Le responsable irlandais a souligné l'importance d'établir des partenariats réunissant l'Irlande, le Maroc et des pays africains, surtout que le Maroc constitue une porte d'entrée vers le continent. La dimension africaine intéresse, l'expérience marocaine intéresse, la stabilité, mais également l'ouverture du Maroc, de son économie, ses infrastructures, son leadership, son engagement, la dimension en relation avec l'environnement, le développement durable. C'est autant de sujets, naturellement, qui interpellent et qui donnent envie et intéressent beaucoup, naturellement, d'opérateurs. Le potentiel de coopération entre les deux pays est énorme et lors de cette réunion avec le président de la CGEM, on a convenu de l'organisation de missions économiques dans les deux pays. Le Maroc est un partenaire de choix pour nous, vu qu'il est le lien entre l'Europe et l'Afrique. Les perspectives de coopération entre l'Irlande et Rabat sont prometteuses, surtout que l'économie irlandaise est dynamique dans plusieurs secteurs tels l'agriculture, le tourisme, l'industrie et les services. Direction le sud à présent, le secteur touristique se porte bien. La ville de Ouarzazate demeure l'un des pôles touristiques incontournables pendant l'année écoulée. Il a été enregistré une hausse de 14% comparativement à l'année d'avant. Et cette nouvelle année augure d'une bonne saison. Les amoureux de la nature et les avis de découverte y trouvent leur compte. Reportage Mehdi Chtaibi et Nisirina Ouzdar. Un paradis de sable et de pierre, idéal pour les visiteurs en quête d'évasion. Des casbahs nichés entre vallées et palmeraies, des monuments où les grands noms d'Hollywood ont tourné des films et une population des plus accueillantes. Nous sommes à Ouarzazate, aux portes du désert. Grâce à sa luminosité exceptionnelle, à son soleil généreux et à l'hospitalité de sa population, la région attire des visiteurs des quatre coins du monde, séduits et succombent aux 1001 charmes de la ville. Oh, la bouffe est très bonne, on n'est jamais déçu. Partout où on va, c'est toujours très très bon. Beaucoup d'assiettes. Les assiettes sont énormes, trop énormes. Vraiment, Ouarzazate est une très très belle ville. Les gens sont super accueillants, vraiment gentils, toujours disponibles et on est vraiment très content d'être ici. Une diversité de paysages, il y a à la fois les montagnes qui sont enneigées, le désert, l'oasis et le village qui est absolument magnifique. Donc tout ça dans le même paysage, donc c'est vraiment incroyable. J'avais jamais vu ça nulle part ailleurs. Si le secteur est sur une tendance haussière exceptionnelle, c'est grâce aux actions promotionnelles du ministère de tutelle et à la mise en place d'une infrastructure hôtelière satisfaisant tous les budgets. Ouarzazate dispose d'une capacité d'accueil très importante avec des maisons d'hôtes et des hôtels cotés allant d'1 à 5 étoiles et des dizaines d'auberges en milieu rural proposant un total de 3000 chambres. Le secteur connaît une véritable embellie avec un joli coup de boost pour les marchés américains, espagnols et anglais notamment. La région aspire à faire de l'écotourisme un levier de développement durable. D'ailleurs, pour la première fois au niveau national, la filière fait désormais partie des modules enseignés à l'Institut de technologie hôtelière et touristique de la région. Objectif, sensibiliser les voyageurs à la préservation de la faune et de la flore et répondre aux besoins du marché.
Le tourisme, il est au mouvement. Il y a des métiers qui apparaissent, il y a des métiers qui disparaissent. Et donc, pour répondre aux besoins, soit du client ou de marché du travail, on est obligé de collaborer avec le secteur privé pour répondre à ces besoins. L'année 2018 a été particulièrement faste pour Ouarzazate. Les arrivées touristiques ont connu une progression de 14% par rapport à l'année d'avant. La France reste le premier marché émetteur. La deuxième position est désormais occupée par les visiteurs chinois, dont le nombre a progressé de 47%, dépassant ainsi celui des touristes espagnols. On passe à la page culturelle à présent. Danser Casablanca, c'est le titre du spectacle chorégraphique donné hier soir au studio des Arts Vivants de la capitale économique. Mise en scène par Qader Attou et Mourad Marzouki, le spectacle évoque avec une grande poésie la vitalité inoxydable du Grand Casablanca et son impact indéniable sur toute la création artistique, mais aussi d'une manière générale sur l'ensemble des habitants de Casablanca. Reportage, Fouad Laroui et Dominique Rolando. Dans la salle hier soir, beaucoup de monde et parmi eux de très nombreux jeunes gens qui ont un attrait pour toutes ces nouvelles expressions chorégraphiques que l'on dit surtout urbaines. Quand on a fait les auditions il y a 2 ans, il y avait 180 danseurs qui se sont présentés à cette audition. Une énergie incroyable, une capacité à s'investir dans la création artistique de manière assez rapide et de manière très avide, très curieuse. Peut-être est-ce dû à la danse elle-même qui convoque et le corps et la musicalité de tant de sens. Qu'est-ce qui vous passionne dans la danse ? Le fait, bien sûr, de s'exprimer, de sortir un peu de sa tête pour être juste dans son corps et dans le moment présent. Voilà, c'est ça qui est important pour moi, être dans le moment présent. Tout plein de poésie, le hip-hop que l'on découvre, il fut parcouru de très jolies scènes d'ensemble, chorégraphiées avec autant d'équilibre que de légèreté. Je milite pour que cet art soit davantage accompagné, regardé, encouragé, et on voit bien les bienfaits de la danse à travers le public, à travers les artistes. C'est un art qui rassemble et je peux le confirmer depuis que je crée des spectacles, comment la vision peut changer de l'autre grâce à ce qu'apporte la culture chorégraphique. Quant au théâtre du si bien nommé Studio des Arts Vivants et vu la performance des danseurs hier soir, il n'aurait pu trouver écrin plus juste. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur le Oula à 20h30. Une excellente soirée demain à la même place, Imanab. À bientôt.